Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré au marché de la santé aux États-Unis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Camille Colt, je suis responsable des opérations internationales à Eurasanté. Donc Eurasanté, voilà, nous proposons notamment des solutions d'accompagnement à l'export pour les entreprises de la région Hauts-de-France. Alors c'est sous différentes formes. On fait de l'accompagnement sur des salons, notamment des salons MedTech ou nutrition comme Arabels, Medica, voilà, avec lesquels nous collaborons notamment avec Business France. On organise aussi voilà, des visites et des expositions sur ces salons. On fait aussi des études de prospection pour toutes les entreprises, voilà, notamment qui souhaitent sur les salons rencontrer des distributeurs, des partenaires. Voilà, ce sont aussi des choses qu'on est capable de faire. Et enfin, on fait aussi voilà, de l'information et du networking par le biais d'organisations de webinaires et d'ateliers export, donc notamment dans le cadre de cet atelier qui est en fait le, qui est issu d'un partenariat avec le club CIC international. Nous proposons avec le CIC, 4 ateliers par an pour voilà, sur des thématiques en rapport avec l'internationalisation, voilà, qui sont des temps à la fois d'information, mais aussi qui vous permettent d'échanger avec des experts du CIC et également entre entreprises voilà, qui peuvent être confrontées aux mêmes problématiques d'export. Donc aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Audrey Saint-Léger du bureau CIC des États-Unis, qui nous fera une présentation voilà, sur le marché américain. Et nous avons également avec nous Jonathan Stauber de la société Aliri, qui va nous faire part dans un second temps de son expérience voilà, d'implantation aux États-Unis. Voilà, il y aura à la fin de chaque intervention des temps pour que vous puissiez poser des questions aux intervenants. Vous pouvez également les poser par l'intermédiaire du chat. Donc voilà, à la fin de chaque présentation, pour ne pas interrompre voilà, le fil. Et avant que nous démarrions, je vous propose de faire peut-être un petit tour de table, vu qu'on n'est pas très nombreux, de se présenter chacun, quelles sont un peu vos attentes, voilà, déjà qui vous êtes, et ce que vous attendez un peu de cet atelier. Voilà, je ne sais pas qui souhaite prendre la main. Je vais prendre la main si personne se présente. Donc, enchanté, je suis Sébastien Plumeur. Je suis directeur financier de la société Sofrigam. Sofrigam est basée à Monchy-le-Preux dans le 62. Donc on est spécialiste dans la conception et la fabrication d'emballages réfrigérants destinés principalement à des grands laboratoires pharmaceutiques qui véhiculent à travers nos emballages des solutions isothermes, des médicaments, des vaccins. Et donc on a trois sites de production dans les Hauts-de-France, un site de production à côté de Nîmes, un à côté de Perpignan, et on a également une structure aux États-Unis et au Texas. Et on est client CIC. Voilà. Très bien, merci. Je vais demander peut-être, du coup, Ilmi Benassen, voilà, on fait un petit tour de table là des participants pour voilà, se présenter rapidement et quelles sont les attentes par rapport au webinaire. Je commence du coup, c'est ça? Oui, oui, voilà. Ok. Alors, je suis directeur de la société Isomed. On est une PME à Chambly, donc dans l'Oise. On est en phase de, comment dire, d'expansion. Et le but aussi, c'est de démarrer certains marchés. On fait partie d'un groupe aujourd'hui chinois et le but c'est d'avoir trois pôles, donc un pôle en Chine pour le marché asiatique, un pôle en France pour le marché européen et un pôle aussi aux États-Unis pour le marché nord-américain et sud-américain.
Donc voilà, c'est pour ça que ce webinaire me semblait enfin, voilà, intéressant parce que le but c'est de pouvoir nous implanter et d'ouvrir une nouvelle branche aux États-Unis et avoir un site de production là-bas. Voilà. Merci. Madame Claire Gauthier, peut-être. Voilà, je fais en fonction de les personnes que je vois sur mon écran. Pas de problème, bonjour. Je représente la société GenFit en tant que responsable des affaires externes et des collaborations. GenFit est une société de biotechnologie, donc on développe des médicaments qui seront destinés au marché US en premier et le marché européen. Et une grande partie de notre activité de R&D et de nos dépenses R&D sont faites sur le territoire américain. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de comprendre quels sont les moyens et les dispositifs dont GenFit peut bénéficier aux US pour subventionner ses activités de R&D. Merci, Monsieur Béag. Je vois que je vous vois également sur mon écran. Oui, bonjour, Maurice Sebéac. Donc, moi, je suis consultant indépendant. J'accompagne des sociétés plutôt sur des aspects techniques, sur tout ce qui est normatif notamment. Et puis, j'ai vu qu'il y avait ce séminaire ce matin et je me suis dit que j'avais certainement des choses à apprendre par rapport au marché nord-américain, parce que bon, un certain nombre de mes clients sont actifs sur ces régions-là. Donc, voilà, c'était pour me tenir un peu plus informé. Merci, Monsieur Théodore Taillé. Je ne sais pas si je prononce bien. N'hésitez pas à me reprendre si je prononce pas très bien les noms. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc enchanté tout le monde, je sais pas si on m'entend. Si. Donc je m'appelle Théodore Taillé, je suis chef de produit chez Genoscreen, donc une biotech installée à Lille, spécialisée en génomique et en bioinformatique. On développe aussi toute une gamme de produits de diagnostic contre les maladies infectieuses telles que la tuberculose ou la lèpre. Et aujourd'hui, on essaye de pénétrer un peu le marché américain, on est en pleine phase d'expansion aussi. Et moi, ce webinaire, j'attends un peu de savoir quelles sont un peu les exigences, quels sont les conseils qu'on peut obtenir pour démarcher voilà, ces prospects-là, ces instituts, ces hôpitaux. Voilà. Merci. Je vois également Madame Ashley Josius dans la liste des invités, des participants. Par contre, oui, en effet, on ne vous entend pas. Non, là, non plus. Je vois en effet, votre micro n'est pas coupé, donc Après, peut-être sinon, dans la conversation, un petit résumé en quelques lignes. Voilà, merci beaucoup. Et du coup, je vois Marie Lollet. Je ne sais pas si tu souhaites te présenter rapidement. Bonjour à tous. Moi, je travaille chez Aura Santé. Je suis dans la partie du bioincubateur et bioaccélérateur. Donc, j'accompagne des startups de la création jusqu'à la levée de seed et jusqu'à aussi la levée de série A. Et donc, on les accompagne aussi sur leur choix stratégique d'implantation, notamment aux US. Voilà, de ma présence. Merci. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un. Bon, Jonathan, je vous laisserai vous présenter au moment de votre intervention, voilà, plus spécifiquement. Et du coup, si c'est bon pour vous, je vais passer la parole au CIC et à Audrey et Yann Joseph. Voilà. Ah, tu peux nous passer la parole, Camille, c'est Oh, bien. oui, et je et mets du coup, et je tu partage la partages peut-être? présentation. Voilà, ok, très bien. J'attends que tu partages peut-être et puis on lance la présentation. Alors, on voit le PPT et pour l'instant, on voit la diapo 5 et on voit le PPT
de présentation. Donc, merci à tous. Donc, Yann Joseph, moi je suis responsable du développement international au CIC Nord-Ouest. Donc le CIC Nord-Ouest qui couvre à la fois les Hauts-de-France et la Normandie haute et basse. Et effectivement, ce que a raconté Camille, le CIC Nord-Ouest est partenaire maintenant depuis 3 ans de Rasanté avec le club CIC International, et on met à disposition des entreprises qui travaillent avec et pour Rasanté nos moyens de développement à l'international, qui sont les moyens à la fois pour nos clients et nos prospects. Et du coup, Camille, on va pouvoir montrer la vue suivante pour expliquer un peu plus quels sont nos moyens. Voilà. Donc la filière CIC Nord-Ouest à l'international, c'est quoi? En fait, on possède 36 bureaux dans le monde que vous voyez sur la carte et 5 succursales, dont effectivement à la fois un bureau et une succursale à New York. Et on possède, évidemment, on travaille avec nos centres de métiers internationaux pour tout ce qui est les émissions de garantie, les gestions de crédits documentaires, remises documentaires et les flux internationaux. Et puis, on a des équipes à vos côtés sur tout le territoire et des chargés d'affaires entreprises avec vous. Donc là, notamment sur l'équipe qui peut vous accompagner en permanence et qui vous accompagne en permanence sur le territoire de l'île et tout autour de l'île, donc qui accompagne Aura Santé, c'est Gilles Butet, qui est connecté avec nous aujourd'hui, voilà, qui peut répondre et vous accompagner. C'est un chargé d'affaires international de terrain, donc voilà, il connaît bien les entreprises et à chaque fois que vous avez un besoin, vous pouvez venir vers lui. Donc du coup, la présentation d'aujourd'hui, on a donc effectivement ce que je vous disais, 36 bureaux dans le monde. Tous ces bureaux-là parlent français comme vous et moi, et bien sûr, ils parlent la langue de leur pays. Et c'est un gros avantage pour vous aider et vous accompagner à l'international lorsque vous allez aller là-bas. Donc ça, c'est le premier point du dispositif de la filière. Le deuxième point du dispositif de la filière, et là aussi, on va pouvoir avancer d'un slide, Camille, c'est ce qu'on appelle chez nous le club CIC international. Voilà. Donc le club CIC international, c'est un club qui existait depuis une quarantaine d'années à la Lyonnaise, qui existe depuis 2 ans. Hop, tu es passé déjà sur la suivante, voilà, qui existe depuis 2 ans et demi chez nous. Donc au niveau du CIC Nord-Ouest, que je vous disais, dans les Hauts-de-France, il y a une centaine d'adhérents d'entreprises aujourd'hui qui sont adhérentes du club CIC international. Et ce club-là, en fait, a vocation à faire réseauter, à faire en sorte que les entreprises puissent se former, s'informer, échanger sur toutes leurs problématiques internationales. Et donc, du coup, il y a une partie qui est ouverte aux non-adhérents, et puis une partie du site web qui est ouverte aux adhérents. On a des réunions mensuelles, des lettres d'information, la possibilité de réseauter sur LinkedIn, la possibilité d'avoir l'accès à chacun des autres adhérents. Et du coup, ce que je voulais simplement souligner sur cette adresse, sur cette page-là, c'est que le club international aussi est très tourné vers le développement, certes de l'international, mais dans le domaine de la santé. Et donc, ici, je vous ai mis dans le bas du slide les derniers podcasts, finalement, qui ont été publiés par nos bureaux, qui sont accessibles par nos adhérents. Et donc, vous voyez que notre bureau en Allemagne avait publié dernièrement le secteur de la santé en Allemagne. Sur la droite, notre bureau en Espagne, lui, avait publié sur le secteur hospitalier en Espagne. Donc, c'est des podcasts auxquels vous pouvez avoir accès en permanence quand vous êtes adhérent. Et puis, je vous ai mis au milieu, en fait, ce qu'on appelle le World, le Connect World. En fait, chacun de nos 36 bureaux dans le monde, chaque mois, par grand domaine d'activité, met en avant des domaines dans lesquels le pays pourrait avoir des besoins. Et donc là, c'est écrit un peu petit, mais je vais vous le résumer. Au milieu, donc dans le secteur de la santé, ça c'était la lettre d'information du mois dernier. La Belgique nous faisait part que l'industrie de l'optique chez elle était dans une croissance extrêmement forte. La Chine, effectivement, pour Covid, ils ont même confiance au niveau des infrastructures. C'est-à-dire, c'est forcément ça. Ils ont une population qui est en train Yann, je te coupe, je crois qu'il y a un problème de micro, Yann. Et puis enfin, troisième point, je crois que c'est le
casque carrément qui marche plus. Ah, ou c'est le casque, ouais. Je me demandais s'il y avait que Je moi qui lui entendais envoie ou un pas, message. ouais. Je vais lui envoyer un message en interne. Je vous en dis pas plus. Voilà les deux grandes lignes de nos aides à l'international. D'un côté, nos bureaux, d'un côté, ce club international avec tous les services. Et Alors maintenant, Yann, je vais je passer la suis parole. désolée de t'interrompre, mais en fait ton micro, il y a eu un souci, on n'a pas très bien entendu, on n'a pas bien entendu ce que tu as dit Ouais, avant en Ah, fait. les deux à dernières quelle... minutes peut-être, à peu près. Hein, ouais. ok. Bon, et là, On il y a a bien de entendu nouveau, la conclusion, mais pas avant. Voilà. ok, de nouveau, on m'entend? Oui, parfaitement, là c'est bon. Bon, bah, je refais. Je voulais simplement parler du club. Et donc, sur cette diapo, raconter que on avait donc la possibilité, il y a maintenant une centaine d'entreprises qui sont adhérentes au club international pour les Hauts-de-France, et que nos régions, enfin nos bureaux dans le monde entier poussent régulièrement de l'information, et notamment dans le secteur de la santé. Et donc, quand vous voyez dans le bas de cette slide, dernièrement, l'Allemagne avait fait un podcast sur le secteur de la santé en Allemagne. À droite, vous avez l'Espagne qui a fait un podcast sur le secteur hospitalier. Et puis au milieu, c'est ce qu'on appelle une Lettre Connect to World. Donc pour nos adhérents, chaque mois, nos bureaux envoient des possibilités d'exploitation. Et donc là, dans le domaine de la santé, sur le mois dernier, la Belgique nous avait fait part que l'industrie de l'optique était, vous voyez, sa croissance en forte augmentation, que la Chine avait pris conscience avec le Covid du manque au niveau des hôpitaux, et donc ici, avec leur population vieillissante, ils sont sur les enjeux de la silver economy, et que en Hongrie, il y a énormément de culture de plantes médicinales, et donc effectivement, quand on a des besoins dans le domaine phytosanitaire, ça peut être très intéressant de travailler avec la Hongrie. Donc voilà, c'était vraiment pour vous montrer que le club international aujourd'hui couvre un grand nombre de secteurs, et que vous pouvez trouver régulièrement des sujets qui vous intéressent. Et puis, il y a aussi des formations et des réunions. Et donc là, pour n'en citer qu'une, le 10 octobre prochain à Lille, il y a une réunion animée par un spécialiste des réseaux sociaux qui s'appelle Comment prospecter à l'international sur LinkedIn. Donc effectivement, ce n'est pas du domaine directement de la santé, mais c'est quand même aujourd'hui un outil qui peut être intéressant pour quand on veut se développer. Voilà, j'espère que du coup là on m'a bien entendu, et moi je vais passer tout de suite la parole à Audrey Saint-Léger qui va se présenter et nous raconter tant de belles choses sur les États-Unis. Audrey, c'est à toi. Merci beaucoup Yann. J'espère que tout le monde m'entend bien, ça fonctionne? Oui. Parfait, merci beaucoup. Déjà, merci d'être présent, et puis de vous être présenté, d'avoir donné vos objectifs, parce que c'est important aussi de bien comprendre ce que vous recherchez aujourd'hui. Donc moi, je fais partie du bureau des États-Unis. On est basé à New York. On est une équipe de permanents donc à Manhattan. Nous sommes tous franco-américains. Donc moi, je suis aux États-Unis depuis 20 ans, avec des passages dans d'autres États des États-Unis, pas seulement à New York. Et notre équipe travaille en fait sur des accompagnements très spécialisés pour des entreprises qui souhaitent donc se développer aux États-Unis ou mieux comprendre le marché américain avant de s'y installer. Donc c'est vraiment notre cœur de métier, c'est de comprendre ce que vous avez besoin pour réussir aux États-Unis, et de vous accompagner en one-on-one, comme on dit ici. Donc c'est toujours des accompagnements très spécialisés. Ce dont nous allons parler aujourd'hui durant la présentation, c'est d'abord un état général du marché. Donc, c'est des choses que vous allez déjà connaître pour la plupart, je pense. Et ensuite, on fera un retour d'expérience avec plusieurs cas réels que nous avons pu suivre. Et puis, je serai ensuite disposée évidemment à approfondir certains éléments si vous le souhaitez, ou répondre à vos questions.
Donc, si on regarde au niveau macro aux États-Unis, donc ça reste quand même le marché numéro 1 en termes de taille, mais également en termes de population, le 3e marché. Il y a toujours un revenu élevé, un niveau de revenu de vie élevé. Alors, pas partout, mais il y a quand même des clusters assez importants. C'est un marché qui reste ouvert à la concurrence. Alors, on a souvent des petites remarques de la part d'entreprises sur ce point-là, mais ça reste quand même un marché très ouvert à la concurrence et très habitué par des entreprises qui viennent de partout et qui s'installent aux États-Unis. Ça reste le marché, selon nous, donc leader en termes d'innovation et de technologie, hein, qui est toujours regardé et qui est toujours important dans ces 2 domaines. C'est un environnement également commercial favorable, donc on voit la facilité pour s'implanter, des discussions qui peuvent être rapides pour des fusions, des acquisitions, pour faire des partenariats. Donc c'est vraiment un environnement, un écosystème très favorable pour faire du commerce et ça reste le cas dans le domaine de la santé. Maintenant, si on regarde un petit peu plus en détail, donc quels sont les secteurs qui sont porteurs? Vous avez mentionné certains secteurs avec vos entreprises, donc la technologie, la santé, la chimie. On voit que ça reste, comme on le disait, des entreprises assez portées sur la recherche et le développement. Donc, on a les grands noms comme Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, qui sont d'ailleurs, on verra un petit peu plus en détail, localisés sur des zones bien déterminées, mais que ça commence un peu à changer. Et puis, bon, on s'aperçoit également, et là, on va faire un petit peu un focus sur ces thèmes-là, qu'il y a quand même, donc ça reste des opportunités, mais ça reste quand même des contraintes actuelles. Et je pense qu'en Europe, on a un petit peu la même situation. On voit des manques et des déserts médicaux qui sont quand même importants. Et on fera un zoom sur ça pour voir un petit peu les zones. Donc maintenant, le système de santé. Donc, comme je vous le disais, le zoom sur ce manque de docteurs et surtout sur les déserts médicaux. Donc, vous voyez sur cette carte que les zones où en fait il y a suffisamment de docteurs, ou en tout cas la proximité du docteur et des hôpitaux est plutôt proche, on voit totalement en fait les zones qui se définissent, la côte est-nord et ensuite la côte ouest qui reste quand même des zones qui sont très accessibles pour les gens. Après, à la fois rural et urbain, on voit qu'il y a quand même des zones où c'est assez compliqué, où les gens ont peu d'accès à la santé. Et ça a un impact en fait sur les nouvelles technologies ou sur les opportunités qu'il peut avoir ou sur là où vous allez pouvoir vous implanter. Donc, selon votre domaine d'activité, selon le service que vous offrez ou le besoin auquel vous répondez, c'est important de bien regarder où il est le plus approprié de s'implanter. Donc, je sais pas s'il y a je sais que les questions seront à la fin, mais est-ce que c'est clair pour ce graphique? Donc tout ça, ce sont des informations que nous récoltons, que nous analysons et qui nous permettent en fait d'accompagner nos clients hein, sur leur choix d'implantation. Voilà, donc ça, c'est les déserts, c'est un gros problème, mais ça peut aussi être une opportunité selon votre secteur d'activité. On voit également, donc la slide suivante, les hôpitaux américains, donc le top 10. Pour revenir un peu à la zone géographique, donc je vais vous donner un petit peu, vous éclairer, mais je pense que vous les connaissez. Vous avez la Californie, le New York, Maryland, Illinois. Donc ça reste vraiment les zones où on a vu où il n'y avait pas vraiment de désert, et c'est là où on retrouve évidemment les hôpitaux. Les top 10 des hôpitaux. Maintenant, si on regarde un petit peu les chiffres, donc il y a à peu près 6200 hôpitaux aux États-Unis. Sur ces 6000 hôpitaux, il y en a à peu près 3000 qui appartiennent à ce qu'on appelle un réseau ou un système. Et ça, c'est important parce que quand vous ciblez les hôpitaux,
il va falloir, en fait, vous ciblez pas un hôpital, évidemment, mais vous ciblez vraiment un réseau et donc l'organisation est complètement différente. Et quand vous essayez de vendre votre service ou votre produit, ça complique un peu l'approche. Il faut savoir qu'il y a à peu près 900 000 lits sur ces 6 000 hôpitaux. Et que sur une année, il y a environ 34 millions d'admissions. Donc ça vous donne un peu les chiffres clés de ce réseau d'hôpitaux. Les réseaux d'hôpitaux, quand on appelle un système, ça veut dire qu'il y en a 2 ou plus. Donc déjà 2 hôpitaux ensemble, c'est un système. Ça peut être aussi plusieurs hôpitaux qui se regroupent et qui ont en fait des spécialités différentes. Donc ça, c'est sur ces 3000, c'est les critères qui permettent de les classer dans les hôpitaux en système. Quand on parle d'hôpitaux, ici, on ne comprend que ce qu'on appelle les community hospitals. Donc, c'est non fédéral et avec un temps, un short term. Donc, les gens restent sur un temps limité. Ça ne comprend pas les hôpitaux où vous restez longtemps et ça ne comprend pas non plus tout ce qui est hôpitaux de prison, etc. Donc ça, c'est pour des chiffres clés au niveau des hôpitaux. On a un exemple de ciblage d'hôpitaux sur lequel nous reviendrons après pour vous montrer un peu comment il est possible de les approcher. Maintenant, le système de santé, donc je ne vais rien vous apprendre, hein, vous connaissez bien le système français versus le système américain. Donc, c'est un des pays où les dépenses sont les plus élevées au monde. C'est un financement qui est privé. Chaque État, en fait, va gérer son système de soins. Les tarifs sont libres et dans chaque État, ça peut être différent. Et les assureurs, en fait, vont contrôler les dépenses, ils vont négocier les tarifs. Donc, ça c'est la plus grosse différence. On voit également que ce n'est pas une couverture universelle et donc il y a un accès inégal aux soins entre toute la population. Il faut savoir qu'il y a à peu près 8% de la population qui n'a pas d'assurance aux États-Unis et ce chiffre a baissé considérablement grâce à certaines assurances qui ont été mises au point. Mais ce chiffre était à plus de 15% avant sous ces systèmes d'aide qui ont été mis à disposition. On note également que les factures et les problèmes de santé sont des cas assez courants de faillite personnelle. Donc, il faut bien, en tant qu'Américaine sur place depuis 20 ans, c'est quelque chose que vous savez certainement, mais quand vous allez voir un docteur, on va d'abord vérifier si ça fait partie de notre réseau, combien ça va nous coûter, est-ce que vraiment c'est nécessaire. Il y a vraiment une réflexion avant d'aller voir un spécialiste ou un généraliste ou même de se rendre aux hôpitaux, que ce soit pour soi ou que ce soit pour la famille. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est quotidien pour les Américains. Il faut savoir aussi que votre système, enfin votre assurance est principalement, donc ça c'est la slide après, est principalement liée à votre employeur. Donc dès que vous perdez votre emploi, vous perdez votre assurance. Donc évidemment, il y a des solutions. Mais c'est un peu ça vous donne un peu une idée de la relation que vous avez avec votre emploi et avec votre employeur. Quand vous choisissez votre emploi, vous choisissez également une assurance, c'est pas que pour vous, mais aussi pour votre famille. Donc, je reviens sur le point qui est indiqué avant, les 2 systèmes d'assurance publique. Donc, Medicare et Medicaid. Donc, vous avez les assurances privées qui sont liées à votre employeur ou que vous pouvez prendre vous-même, mais qui sont quand même très onéreuses. Après, vous avez 2 systèmes, le Medicare et le Medicaid. Donc, le Medicare, en fait, va être pour les personnes de plus de 65 ans. Donc, c'est automatique pour les personnes de plus de 65 ans. C'est fondé par les fonds fédéraux et puis vous avez aussi, ça peut être aussi accessible aux gens qui ont un handicap particulier. Alors que Medicaid, donc on voit le mot aid à la fin, va être lui disponible aux personnes avec des revenus faibles.
bas. Il faut savoir ce qu'on appelle un revenu bas ici, ça va être pour une personne seule, une personne qui va toucher moins de 15 000 ou 14 000, le chiffre exact, par an. Voilà, et ça va dépendre selon les États, évidemment. Donc ça, ce sont les deux systèmes qui sont accessibles et qui permettent en fait aux gens qui n'ont pas accès aux soins habituellement de pouvoir avoir un accès aux soins. Ensuite, les assurances privées. Donc, votre assurance privée est liée à votre employeur. Je vais juste revenir rapidement. Donc, ce qui est important, ça va être votre réseau de docteurs. Donc, votre assurance va définir quel docteur vous pouvez aller voir et quel hôpital vous pouvez aller, ou dans quel hôpital vous pouvez aller. Votre assurance va aussi déterminer à quelle hauteur vous allez pouvoir être remboursé. Ça va dépendre à quelle hauteur vous êtes couvert. Et puis, les plans de santé vont varier, évidemment, selon les risques personnels que vous avez. Juste pour retour d'expérience, dans certaines entreprises, vous avez des tests annuels qui vont vérifier que vous ne fumez pas, qui vont vérifier pas mal d'informations sur votre santé et qui vont déterminer combien vous allez devoir payer par mois votre assurance. Donc ça, c'est des choses, des pratiques qui se font. Donc là, il y a vraiment, par rapport à vos conditions médicales, ça peut être pénalisant. Ensuite, il va avoir une rationalité un peu des soins selon la couverture que vous avez. Si vous avez une très bonne couverture, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus si par exemple une personne est enceinte, elle va avoir beaucoup plus d'examens faits qu'une personne qui a une moins bonne couverture. Donc ça va vraiment, votre couverture va vraiment dépendre du niveau du soin que vous allez recevoir. Donc ça, c'est les réalités du marché. Et on voit également ici les disparités. Les disparités du coût. Donc d'un état à l'autre, le coût va être différent. Ça va passer, par exemple, pour un changement de genou d'un état à l'autre, ça peut varier de 20 000 à 60 000 pour un coût de soins. Et même d'un état à l'autre, à l'intérieur d'un état, d'un comté à l'autre, ça peut être, on voit des différences. Et ça, c'est des chiffres qui est possible d'analyser. Donc ça vous montre vraiment la complexité du marché et puis au niveau des acteurs qui déterminent les prix, qui déterminent quels soins vous pouvez accéder et puis surtout la relation avec vos soins est vraiment différente en termes de clients, en termes de patients. Donc je vais passer maintenant aux tendances actuelles. Donc on voit vraiment une tendance donc due surtout au désert, hein, comme on a vu tout à l'heure, une augmentation donc de la télémédecine. On voit également l'innovation, la technologie, hein, et tout ce qui est données de santé qui est vraiment très important, surtout au niveau des maladies chroniques, hein, et surtout autour de la prise de décision, faciliter la décision, aider à la prise de décision. On voit, alors pas dans tous les États, encore une fois, hein, c'est un grand pays et dans certains États, on voit vraiment une approche plutôt holistique qui se dessine, qui prend en fait, qui englobe en fait le patient à la fois en prévention, donc ça c'est assez nouveau pour les États-Unis, mais qui va prendre également en compte la santé mentale. On voit des grandes campagnes qui sont faites actuellement, alors à des âges très jeunes, hein, dans les écoles publiques, dans certains États, encore une fois, où on va vraiment faire attention à la santé mentale, au bien-être de l'enfant, de l'adulte, dans les entreprises, dans les écoles et dans les hôpitaux. Donc ça, c'est vraiment une tendance qu'on peut voir actuellement et qui s'accélère sur certains États. On voit également des tendances bon, après ça peut changer rapidement avec le contexte politique, mais les gestions des coûts des médicaments, des réformes qui visent aussi à encourager certains types de médicaments génériques plutôt que d'autres.
Donc ça, c'est des tendances qu'on peut voir actuellement. Et puis aussi des centres, on parlait tout à l'heure des hôpitaux spécialisés qui se regroupent, mais on peut voir aussi un développement des centres multispécialisés plutôt que plus niche. Donc ça, c'est des tendances actuelles. Donc c'est vraiment améliorer l'accès aux soins, c'est essayer d'augmenter aussi la qualité du soin et l'efficacité du système actuel qui a quelques difficultés. Ensuite, on va passer un peu à la technologie. Donc là, je pense que ça va parler à beaucoup de monde, en tout cas les personnes qui se sont présentées. Donc, on voit vraiment une augmentation des technologies AI, hein, comme partout dans le monde, avec vraiment, donc c'est focalisé sur l'aide à la décision et la gestion de la maladie. On voit également une augmentation de tout ce qui est virtual healthcare. Donc, ce qui est important de noter, c'est que plus que l'utilisation, il y a également beaucoup de formations qui sont faites à tout niveau hein, des personnes de ce domaine pour les aider en fait à l'utilisation de ces nouveaux systèmes. Donc les travailleurs de santé les utilisent de plus en plus. On voit aussi les physiciens qui les utilisent, mais également dans la santé mentale. Hein, donc l'utilisation pour aider sur certaines anxiétés. Donc c'est pas seulement utilisé par les travailleurs de la santé ou les docteurs, mais aussi pour les patients. On voit il y a eu une augmentation hein, de tout ce qui est réalité virtuelle aussi. Donc, on est passé entre 2017 et 2022 à peu près 8 millions à maintenant 285 millions. Donc, ça, c'est un bond énorme. Et donc, c'est très utilisé et je pense que on pense que ça va vraiment continuer à se développer. Ensuite, le 3D printing. Donc ça, c'est des choses qu'on a pu voir aussi en termes d'entreprises qui souhaitaient s'implanter, qui souhaitaient se développer. Donc on est vraiment aussi là, on est passé en 2010 à 3 hôpitaux qui utilisaient cette technologie, et en 2016, on était à plus de 99 hôpitaux qui utilisaient cette technologie. Donc le chiffre est un peu vieux, 2016, mais on peut s'imaginer qu'à l'heure actuelle, on est à des chiffres bien plus importants. Donc, on est sur des prothèses, hein, des os artificiels, etc. Donc, ça, c'est vraiment des technologies de pointe qui sont de plus en plus utilisées. Même chose pour les robots qui assistent en fait les chirurgiens. Là aussi, on voit une augmentation qui est assez fulgurante. Donc, ça, c'est vraiment les technologies les 6 technologies qu'on peut voir actuellement. Et le dernier point, alors je ne les ai pas pris dans l'ordre, mais vous les avez vus, la nanomédecine, qui également qui est également très importante. Et donc ce chiffre de 500 médicaments approuvés par le FDA, donc, vous connaissez tous le FDA, donc qui montre aussi cette augmentation. Donc ça, c'est pour les technologies et les tendances actuelles qui est assez prédominant. Là, ça vous donne une idée un petit peu des zones géographiques. Encore une fois, on revient sur la géographie, puisque pour les États-Unis, ce qui est important lorsque vous voulez vous implanter, c'est de déterminer où vous implantez. Et là, on voit vraiment que les équipements médicaux, donc on peut voir les États où il y a le plus de spécialisation, où il y a le plus d'employés dans ce domaine. Donc, on est toujours sur les mêmes zones, même s'il y en a qui commencent à un peu se développer. Et donc, c'est la slide d'après. On va voir un peu des zones qui émergent. Donc, on était plutôt avant sur la Californie, sur la côte est, nord-est plutôt, et tout ce qui est ici, l'Illinois et puis la Floride. On voit maintenant, en fait, ça c'est la slide juste après, on voit maintenant qu'il y a des zones qui
se démarque. Donc, je crois que j'ai entendu tout à l'heure qu'une entreprise était implantée au Texas. Donc, on voit vraiment en fait l'émergence de zones géographiques aux États-Unis dans ce domaine, le domaine de la santé. Donc, le Texas devient de plus en plus important et surtout pour des compagnies de taille plus petite ou moyenne. Donc ça, ce sont des chiffres sur les plus grandes entreprises, mais on voit vraiment l'augmentation en fait des zones comme la Caroline du Nord, Caroline du Sud. Il y a un gros mouvement sur ces territoires-là, sur le Texas. La Pennsylvanie également qui devient très attractif. Donc on sort un peu des zones traditionnelles qui sont la Californie ou New York. En termes de biotechnologie, donc il y a une grosse progression ces dernières années qui est de plus de 7% en nombre d'entreprises et en valeur également une grande augmentation. Je vais passer maintenant à en fait retour d'expérience que nous avons pu avoir, parce que je pense que c'est ce qui parle le mieux. Donc on accompagne des entreprises toute l'année et on a pu en fait avoir une entreprise qui était en fait, alors pas spécialisée dans l'opération même, la bariatrique, mais dans les gaines qui sont utilisées par la suite par les patients. Et donc l'entreprise avait décidé de s'installer assez rapidement, de mettre en place un système commercial, donc d'investir financièrement et en ressources humaines et de commencer en fait la commercialisation sans vraiment explorer un peu le marché et mieux comprendre le marché. Et en fait, ces gaines, elles répondaient à un besoin très particulier, puisque ces gaines étaient en fait spécialisées et personnalisables pour chaque patient. Et il y avait un besoin en fait de former les travailleurs de la santé dans ce domaine pour pouvoir personnaliser donc le produit. Pendant plusieurs mois, ils ont essayé en fait de commercialiser leurs produits de la même manière qu'en France, et ça a été assez compliqué. Ce qui s'est passé en fait, c'est que la personnalisation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, la personnalisation, elle s'arrête à la couleur et à 3 tailles et au best-seller. Et donc évidemment, c'était compliqué pour à la fois vendre le produit aux patients, mais surtout aux travailleurs, aux prescripteurs. Il y avait une incompréhension sur la possibilité de personnalisation. Et donc l'entreprise a dû faire marche arrière et donc le retour d'expérience sur ça, c'est vraiment bien comprendre à la fois les acteurs, le marché, mais aussi la manière d'achat des patients et qu'est-ce que ça signifie la personnalisation dans ce cas-là pour les Américains. Donc ça, c'était vraiment un retour d'expérience assez brutal, je dirais, qui est vraiment important qu'il faut éviter. La préparation à l'implantation aux États-Unis passe beaucoup par la compréhension de ces acteurs et la manière dont le produit ou le service va répondre aux besoins et comment on y répond sur le marché américain. Donc ça a été c'est le premier exemple. Le deuxième, donc là c'est une entreprise alors qui n'est pas française mais qui est canadienne, parce qu'on travaille un petit peu aussi avec le Canada, qui va avoir en fait une technologie qui permet de suivre des outils chirurgicaux. Donc il faut savoir que dans le milieu hospitalier, les personnes vont préparer les outils dans un plateau et les plateaux
parfois se perdent, parfois des outils se perdent, ça coûte très cher. Il n'y a pas, voilà, ce système permettait en fait à la fois d'être plus performant, de pouvoir réduire des coûts aussi qui s'accumulaient. Donc ça répondait vraiment à un besoin. Et là, en fait, la société a vraiment souhaité bien comprendre d'abord le réseau hospitalier, comme on a vu tout à l'heure, comment il fonctionne, mais aussi quels hôpitaux cibler et pour quelles raisons les cibler. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que là, on a vraiment déterminé là où il y aurait les plus de besoins. Donc, les hôpitaux avec des scores assez bas par rapport aux infections, par exemple, puisque le service était également sur le nettoyage. Les hôpitaux qui pouvaient avoir des pertes les plus importantes. Et donc, ce ciblage a permis vraiment de voir où se trouvait le meilleur potentiel pour l'entreprise. Ensuite, il y a eu toute une analyse qui a été faite sur les hôpitaux à cibler et comment ils étaient organisés. Quel service prend les décisions? Qui prend les décisions? Comment les décisions sont prises? Donc, il y a un grand travail de compréhension et chaque hôpital, évidemment, va fonctionner différemment, même si c'est dans le même état. Chaque système d'hôpitaux va prendre des décisions différemment avec des critères différents. Donc, tout ça, ça a été important de faire toute cette analyse, tout ce travail de recherche. Et suite à ça, il a pu également être possible de déterminer qui prenait les décisions dans les hôpitaux, qui étaient les personnes qui prenaient les décisions. Et donc, il a été très important de s'adresser aux chirurgiens, évidemment, aux travailleurs de la santé qui étaient vraiment impliqués dans ce travail journalier, mais la prise de décision derrière qui avait vraiment la main dessus. Donc, toutes ces informations sont très importantes avant de s'implanter, avant de venir aux États-Unis, déjà pour voir si vous répondez à un besoin, pour voir s'il y a vraiment une nécessité, pour voir s'il n'y a pas déjà des entreprises qui font ce genre de choses. S'ils le font, comment ils le font. Et donc, la conclusion de tout ce travail qui a été fait, c'est que ça a permis à l'entreprise de vraiment se focaliser sur les hôpitaux où il y avait le plus de possibilités de transformer l'hôpital en client et rapidement. Donc, ça a vraiment accéléré en fait le développement sur une zone particulière, sur des contacts bien particuliers, limités, parce que c'est vrai que 6 000 hôpitaux, ça peut être assez important comme marché à appréhender. Donc ça, c'était un retour d'expérience très positif qui montre vraiment l'importance de se préparer au marché américain. Le dernier retour d'expérience, donc là, c'est une technologie, en fait, c'est un logiciel qui permet d'aide à la décision. Alors, pas forcément, c'est pas sur le cœur, mais c'est tout sur le système vasculaire. Et en fait, là, on s'est aperçu avec le client déjà que le marché avait déjà énormément de concurrents, qu'il y avait des codes à respecter en termes de business model, en termes de communication, en termes de présentation, et qu'également, il y avait une grande importance sur le partenariat, sur les recherches avec les hôpitaux, sur la manière dont avec qui vous vous alliez, avec qui vous vous mettez en partenariat. Donc, toute cette recherche en fait de concurrence a permis de mettre en valeur en fait l'importance pour le client de s'entourer, d'être entouré pour de la légitimité, pour pénétrer le marché.
de voir également quelles étaient les zones géographiques, encore une fois, qui étaient très importantes. Donc ça revient assez souvent, hein, c'est les pratiques non seulement réglementaires, comme j'ai pu l'entendre, avec le FDA, avec la database, comment les données, comment on reste dans la réglementation, mais également comment on peut travailler en partenariat avec les hôpitaux, avec les chercheurs, et comment on communique pour pouvoir pénétrer le marché. Donc voilà un peu les retours d'expérience qu'on a pu voir. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières par rapport à vos thématiques ou par rapport à vos objectifs.